existe des lieux encore inexplorés, d'immenses étendues et des massifs montagneux, où jamais un humain n'a posé le pied, surtout pas un explorateur occidental, même si beaucoup en rêveraient. Certains pays sont fermés aux occidentaux, et d'autres cachent de gros secrets. Aujourd'hui, on parle des mystères de l'Iran, un pays qui s'étend sur une vaste et ancienne région, traversée dans diverses légendes, traditions et archives historiques, par des entités puissantes, presque surnaturelles. D'énormes chaînes de montagnes, et des canyons qui abritent des réseaux de grottes sur plusieurs kilomètres, ainsi que d'anciens tunnels, construits il y a des siècles. Un endroit où l'on a retrouvé des restes de corps humanoïdes très grands, des sommets montagneux, qui, dans leur profondeur sombre, cachent de véritables cités souterraines. Selon certaines rumeurs, l'Iran ne serait pas seulement un pays plein de drones et de missiles, ou ayant un programme nucléaire secret. Les Iraniens auraient découvert quelque chose de complètement différent, et de bien plus puissant que toutes les armes que nous connaissons actuellement. Voilà ce qui a semé la panique en Occident, et a déclenché cette guerre. On parle d'une région antique de la Terre, où se sont déroulés de véritables drames historiques, impliquant bien plus que de simples êtres humains. L'Iran, qui est l'un des derniers pays indépendants, où l'Occident n'a jamais mis les pieds, recèle-t-il des secrets? Quand on évoque des mystères antiques, c'est difficile de faire mieux que ça. Bienvenue sur La Vérité est ailleurs. Hillary Clinton a récemment participé à une audition concernant les documents de Jeffrey Epstein qui ont été rendus publics et continuent de l'être. Vu que son nom, mais surtout celui de son mari, apparaissent dans ces documents, elle a été interrogée à ce sujet. Anna Paulina Luna, une autre congressiste, présente à cette audition, je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous la présenter à nouveau, a posé des questions qui ne portaient pas uniquement sur l'affaire Epstein, mais sur autre chose. Okay, and on the topic of transparency, Secretary, were you ever denied access or did you ever inquire on the topic of UAP or Gilgamesh in your official or personal capacity and why? I was never denied access because I never asked for access. Okay. Je sais que j'ai annoncé le sujet de l'Iran, mais soyez patient, car cet autre sujet est aussi étroitement lié. Hillary a été surprise qu'on lui pose des questions aussi étranges et inattendues. Beaucoup ont été surpris quand Anna Paulina Luna a demandé à Hillary Clinton ce qu'elle savait à propos des apparitions d'OVNI. Cette question inattendue a surpris tout le monde, mais elle a aussi prononcé un autre mot qui a vraiment étonné la majorité des gens et des médias. Anna Paulina Luna a demandé à Hillary Clinton ce qu'elle savait sur Gilgamesh. Et elle n'a presque pas réagi à cette question. Surtout si on la compare à sa réaction sur la soi-disant théorie du complot, qui semble se révéler de plus en plus vraie chaque jour, à savoir le fameux Pizzagate, un trafic d'enfants présumé. Pour cette question, elle a secoué la tête, incrédule, comme pour dire « Je n'arrive pas à croire que vous me parliez de telles absurdités ». Par contre, pour les questions sur les ovnis et Gilgamesh, elle n'a même pas cligné des yeux. Et bien sûr, elle a répété qu'elle ne savait rien de tout ça, et qu'on ne lui avait pas refusé l'accès, parce qu'elle n'avait jamais rien demandé. En quoi est-ce important pour le sujet d'aujourd'hui, et pourquoi Anna a-t-elle posé cette question sur Gilgamesh, qui a semé la confusion? Je vous conseille vivement de voir, ou de revoir cette vidéo, juste après avoir fini celle d'aujourd'hui, pour mieux comprendre le sujet du jour. Cette vidéo répondra à de nombreuses questions, mais je vais vous faire un petit résumé rapide. La question portait sur les supposées connaissances d'Hillary Clinton, concernant la soi-disant tombe du roi Gilgamesh, en Irak. Un terme qui revient souvent dans ses emails, quand elle était secrétaire d'État dans l'administration de Bill Clinton, notamment dans la fameuse affaire des emails la concernant, qui ont fuité. Certains d'entre vous le savent peut-être, d'autres pas, parce que beaucoup se demandent ce que Gilgamesh et son tombeau ont à voir avec les ovnis. En fait, Gilgamesh est considéré comme une personne réelle et historique. Il y a de nombreux documents qui attestent de son règne et de son héritage. Selon la liste des rois sumériens, Gilgamesh était le 5e roi de la cité-État de la ville d'Uruk, dans l'Irak actuel, il y a environ 2700 ans avant Jésus-Christ. Il était connu comme un grand bâtisseur qui avait érigé d'énormes remparts autour de la ville d'Uruk et restauré des temples. Jusqu'ici, rien de spécial, mais il y a un gros problème. Un problème que l'archéologie officielle et l'histoire préfèrent zapper car ça ne colle pas avec les chronologies habituelles. Les Sumériens étaient très précis, et ils ont écrit que ce roi avait régné pendant 126 ans, un chiffre incroyable. Ce qui reste malgré tout insignifiant comparé aux 1000 ans de règne supposé des autres soi-disant rois mythologiques.
Et le deuxième gros souci, c'est que Gilgamesh était considéré comme un demi-dieu. Il était donc en partie humain. Mais de quel dieu parle-t-on? Gilgamesh serait un Anunnaki, ou du moins un de leurs descendants, qui, après la mort de son meilleur ami, Enkidu, a consacré sa vie à la recherche de l'immortalité. Il voulait vivre éternellement, comme ses ancêtres Anunnaki, qui ont régné pendant des dizaines de milliers d'années. Et voilà maintenant, ce fameux mystère que beaucoup ignorent. Son tombeau n'a jamais été officiellement découvert. Pourtant, il semblerait qu'en 2003, une équipe d'archéologues allemands, utilisant un radar, a mis au jour des chambres souterraines et tout un complexe avec un énorme sarcophage. Du moins, en apparence. Et seulement une vingtaine de jours après cette découverte majeure, qui aurait pu être la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité, l'invasion de l'Irak par les États-Unis et leurs alliés a commencé, suivi de l'un des plus grands pillages d'artefacts de l'histoire. Depuis, la tombe de Gilgamesh n'a plus jamais été évoquée, ni explorée, du moins officiellement. Et ce, depuis plus de 20 ans. Et là, il y a un autre rebondissement. Dans les documents d'Hillary Clinton, on parle d'une requête très intéressante, visant à révéler des informations sur la soi-disant chambre de résurrection de Gilgamesh, ou d'une possible chambre d'hibernation, ce qui laisse entendre que ce n'était pas une tombe ordinaire, mais plutôt une sorte de chambre, où ce roi mythique, qui était en partie extraterrestre, serait conservé. Ceci serait l'une des principales raisons de l'invasion de l'Irak. Ce qui veut dire qu'on aurait potentiellement trouvé une mystérieuse chambre, où ce roi mythique légendaire serait peut-être encore vivant. Je sais que certaines de ces informations vous paraissent complètement folles, mais aujourd'hui, vous allez entendre des choses encore plus dingues. Parce que selon ces rumeurs, Saddam Hussein aurait découvert et mis la main sur de nombreuses technologies anciennes similaires qu'il aurait ensuite commencé à étudier. Parmi ces trouvailles, il y avait des armes anciennes ultra avancées, mais aussi une sorte de portail, autrement dit, une porte des étoiles. Saddam Hussein se considérait lui-même comme un descendant direct de ces anciens rois de Mésopotamie. Bien sûr, il était peut-être un peu fou, mais il y croyait vraiment. Et donc pourquoi Anna Paulina Luna poserait une question aussi bizarre qui n'a suscité aucune réaction chez Hillary Clinton si ce sujet était totalement infondé? Il faut savoir qu'il y a seulement quelques années, Anna Paulina Luna ne savait absolument rien à propos de tous ces sujets. Tout ce qu'elle sait maintenant, elle l'a appris grâce à des lanceurs d'alerte qui l'ont briefé suite à ce genre de questions. Ces technologies anciennes étaient-elles la vraie raison des invasions en Irak, en Syrie et en Afghanistan? Et où l'Iran joue-t-il un rôle dans tout ça? Si ces invasions se sont produites pour retrouver des artefacts anciens et des êtres avancés comme les Anunnaki, alors l'Iran demeure l'un des derniers, voire le dernier endroit, auquel ils n'ont jamais pu avoir accès. L'Afghanistan, à l'est de l'Iran, ils l'ont géré, à l'ouest, l'Irak aussi, et pour le reste, soit ils ont réglé le problème, soit ils ont des alliés parmi les voisins de l'Iran. L'Iran est donc resté le dernier sur cette liste de pays à conquérir. Quand on parle de secrets anciens et de lieux mystérieux, l'Iran est le plus vaste territoire inexploré et le plus difficile à conquérir. En matière d'artefacts historiques, l'Iran possède autant de richesses que l'Irak. Toute cette région du Moyen-Orient, de l'Égypte jusqu'à l'Inde, est considérée comme les lieux de résidence de ces dieux mythiques, parmi les plus célèbres et les plus anciens. Tout le reste a été plus ou moins exploré, et certaines régions demeurent encore totalement inconnues. Cela vous donne une idée de l'immensité de l'Iran et de ses zones inexplorées, plus vastes que l'Irak et l'Afghanistan réunis. Et même plus grand que la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et l'Italie réunis. Il existe d'immenses zones inexplorées, et quand je dis inexplorées, je parle de zones convoitées par Israël et les États-Unis. Pour une raison obscure, ces derniers aiment faire des recherches, pour se livrer à des fouilles et de l'archéologie secrète, dès qu'ils mettent les pieds dans ce genre d'endroit. Et l'Iran est également lié à ces anciens mythes et légendes, autour des Anunnaki. C'est lié à la représentation de leurs anciens pouvoirs, certains diraient même de leur technologie. Ça touche à tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent quand on parlait de l'Irak et de l'Afghanistan. Voici quelques exemples. Le symbole Faravahar, issu de la religion perse, c'est-à-dire iranienne, est considéré comme directement lié aux anciens symboles sumériens et akkadiens des Anunnaki. Le Faravahar est surtout connu pour son disque ailé, avec une figure humaine au centre. Ce motif ne vient pas de Perse, il a plutôt évolué pendant des millénaires. Les toutes premières racines de ce symbole remontent à Sumer et à Akkad, où apparaissait ce disque solaire ailé, qui représentait le dieu soleil, c'est-à-dire Utu, chez les Sumériens, ou Shamash, chez les Akkadiens. Il symbolisait le pouvoir divin, la justice et la lumière solaire omniprésente, qui voit tout. Les Assyriens ont ensuite repris ce symbole et y ont ajouté une figure humaine à l'intérieur du disque, représentant leur dieu suprême, Ashur, qui est l'ancêtre direct et visuel du Faravahar qu'on associe à la Perse.
Alors les Perses reprennent le style visuel assyrien et lui donnent une nouvelle signification, zoroastrienne. Certains diraient que ce sont des symboles religieux et une signification mystique, tandis que d'autres parleraient carrément de représentations directes de dieux volants et de leurs histoires, comme les Anunnaki. Ensuite, il y a les Néphilim, oui, ces fameux Néphilim bibliques et anges déchus, qui apparaissent aussi en Iran, mais sous un autre nom. Ce qui est intéressant, c'est que les Iraniens d'aujourd'hui, comme ceux du passé, les appellent des dives. Ce sont des géants, des êtres surhumains. Souvent dotés de cornes et de crocs, c'est comme ça qu'ils étaient représentés dans l'histoire perse, c'est-à-dire iranienne. À l'image des Néphilim, ils sont un mélange de matériel et de surnaturel. Ce ne sont donc pas juste des esprits, mais des êtres physiques, qui utilisent des armes, construisent des châteaux et des villes, et font la guerre aux humains. Dans la Bible, les Néphilim sont décrits comme des êtres puissants de l'Antiquité, nommés Giborim. Les géants sont aussi d'anciens souverains, des guerriers qui régnaient sur la terre, avant l'arrivée des grands rois perses et des héros, comme Rostam. Dans la religion iranienne ancienne, c'est-à-dire le zoroastrisme, les dives, c'est-à-dire les géants, étaient des êtres divins, ayant choisi le mal. Un peu comme les fils de Dieu bibliques, c'est-à-dire les Néphilim, issus d'anges déchus, qui sont tombés sur terre parce qu'ils se sont rebellés et ont cédé à leur passion avec des femmes humaines, les dives du zoroastrisme sont des êtres qui ont rejeté l'achat, c'est-à-dire la vérité et l'ordre, et sont devenus la source du chaos. Dans les légendes iraniennes, ils sont souvent à l'origine des races de géants et des monstres qui vivent aux confins du monde. On a aussi le concept de Fravashi, c'est-à-dire les doubles spirituels, tandis que les Néphilim sont les enfants d'entités déchues, des anges rebelles. Et le zoroastrisme connaît le concept de Fravashi, qui sont des gardiens spirituels. Certains chercheurs en mythologie comparée établissent un parallèle entre les gardiens bibliques, c'est-à-dire les êtres qui ont créé les Néphilim, des géants, et les Fravashi iraniens, qui sont des guerriers spirituels. La seule différence, c'est que les Fravashi, en Iran, sont restés fidèles à Dieu, c'est-à-dire à Ahura Mazda, tandis que les gardiens dans la tradition hébraïque se sont écartés de leur chemin. C'est ainsi que nous découvrons un peuple fascinant, nommé Djabarine, ce dernier étant une influence arabo-iranienne plus récente. Cette influence arabo-iranienne s'inscrit dans la tradition islamique qui s'est enrichie au fil de l'histoire perse. Ce peuple est mentionné et décrit comme des géants ayant bâti d'immenses tours, semblables à celles d'Uruk ou de Babylone. Dans le texte, on utilise le mot Djabarine, qui veut dire géant, donc des êtres de très grande taille, comme dans la Bible, qui désigne justement les Néphilim. On pense que ces géants habitaient une région qui correspond aujourd'hui aux frontières entre l'Iran et la péninsule arabique. Bien sûr, officiellement, tout cela n'est que de l'histoire ancienne, ce qu'on appelle de la mythologie, mais il y aurait aussi des choses concrètes, pas juste de simples récits. Eh bien, même si des pays comme la Russie et la Chine sont assez fermés et ne communiquent pas publiquement leurs découvertes à l'Occident, parfois, il y a quand même des choses qui fuitent un peu vers l'Ouest. Là, on parle d'une véritable découverte archéologique de géants, dans le Lorestan, une région à l'ouest de l'Iran, dans la chaîne montagneuse du Zagros. Pendant des travaux de construction, ou après de grosses inondations, les médias locaux ont parlé plusieurs fois de la découverte d'ossements humains géants, notamment en 2017. Cette année-là, on a rapporté la découverte d'ossements humains massifs, mesurant entre 3 et 4 mètres de long. C'était incroyable. Et rapidement, des photos ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux, mais la plupart se sont avérées être des faux, des montages numériques. Pourtant, cette découverte archéologique était bien réelle. Selon des histoires que l'on retrouve chez des chercheurs comme Michael Salla et d'autres lanceurs d'alerte, dès qu'une telle découverte est faite en Iran, la garde révolutionnaire iranienne bloque immédiatement l'accès à la zone, confisque tout ce qui a été découvert et classe tout cela top secret. On pense que les fausses photos diffusées sur Internet ont très probablement été publiées pour discréditer l'annonce de cette incroyable découverte et étouffer l'affaire. Donc cette incroyable découverte aurait vraiment eu lieu. On connaît même le nom de l'archéologue qui a dirigé les fouilles. Il s'appelle Atta Hassanpour. Mais c'est quasiment impossible de trouver des photos de ce squelette, même une seule. Ce que j'ai trouvé, je ne suis pas sûr que ce soit authentique. Et après les premières annonces disant qu'ils avaient trouvé un squelette de 3 à 4 mètres de haut, dans les communiqués officiels, tout a été soudainement revu à la baisse, avec un squelette d'un peu plus de 2 mètres seulement. Ce qui reste quand même très bizarre pour l'époque, mais pas non plus complètement fou. Ce n'est que l'une des nombreuses histoires qui circulent en Iran, où on entend parler de ce genre de choses étranges. Par exemple, on a aussi une tombe près de Persépolis, avec des grottes et des tombes anciennes encore inexplorées. Les habitants de la région racontent depuis des générations qu'il y a des personnes de très grande taille, enterrées dans les montagnes, pour garder les trésors des rois. Les fouilles archéologiques officielles menées dans cette région ont effectivement mis au jour les restes d'individus d'une taille exceptionnellement grande pour l'époque, d'environ 2 mètres.
Une taille qui paraissait sans doute gigantesque dans l'Antiquité. Cependant, certains théoriciens affirment qu'il ne s'agit là que de découvertes ordinaires, servant de couverture à la découverte de véritables squelettes de taille gigantesque, faisant 4 à 5 mètres de long, qui ont été cachés dans des bases souterraines. L'Iran possède d'immenses régions montagneuses comme les monts Zagros, où l'on a trouvé des tunnels anciens, mais aussi des grottes, avec de nombreuses choses étranges, qu'on a rapidement dissimulées. Mais certaines choses sont impossibles à cacher. Prenons l'exemple de ce qui est considéré comme un ancien système d'adduction d'eau, notamment un réseau de canaux. Il s'agit d'immenses puits, pouvant atteindre 300 mètres de profondeur, et d'un vaste réseau de tunnels gigantesques, qui s'étendent sur des dizaines de kilomètres à travers tout l'Iran. Cette découverte à elle seule pourrait faire l'objet d'une vidéo, vu l'ampleur du sujet. Comme souvent, les théoriciens d'une civilisation extraterrestre estiment que ce système d'adduction d'eau est juste trop énorme, trop complexe et trop vaste pour avoir été construit par des humains ordinaires avec une telle précision il y a environ 3000 ans. Certains pensent même que c'est encore plus vieux et que ce sont des géants qui ont tout construit. Aujourd'hui, ils sont considérés comme très anciens car la population locale croit qu'ils ont été construits par un groupe de géants. On pense qu'il aurait été très difficile à l'humanité de réaliser de telles constructions et que cela aurait pris un temps considérable. Mais ces êtres géants auraient accompli cet exploit très rapidement, ce qui nous amène à établir un lien avec les Anunnaki. Des théoriciens comme Michael Salla suggèrent que tous ces tunnels sont en fait des accès vers des bases souterraines. Et selon eux, ces puits qui font jusqu'à 300 mètres de profondeur et ne semblaient initialement ne servir qu'à la ventilation, auraient en fait fait office d'ascenseur ou de puits d'énergie pour des machines antiques que les Anunnaki contrôlaient dans le passé, il y a très longtemps. Toutes ces théories évoquent l'exploitation minière et l'extraction de l'or. Une fois les machines et les technologies disparues, il ne resterait que ces immenses trous et tunnels verticaux. En plus de ça, on a même des villes souterraines entières en Iran. Oui, de vraies villes anciennes enfouies profondément sous les rochers et les montagnes, comme la ville de Kariz, au sud de l'Iran. Et tout ce que je viens de citer, c'est juste une toute petite partie de ce qui est caché en Iran, parce que la plupart de ces montagnes et de ces coins reculés n'ont jamais été officiellement explorés. Du moins, peut-être secrètement par les Iraniens, mais pour nous, et la science occidentale, on ne sait presque rien. Mais l'un des plus grands mystères liés à l'Iran est le roi Jamshid. Dans l'épopée nationale iranienne appelée le Shahnameh, le livre des rois, il y a ce roi mythique, Jamshid. Ce roi aurait régné pendant des milliers d'années, avait un trône volant porté par des démons et possédait la coupe magique de Jameh-Jam, dans laquelle il voyait le monde entier. Plus tard, ce même personnage, ce même roi et ses pouvoirs, ont été fusionnés avec une autre figure historique très connue, le roi Salomon, que l'on considère comme étant en fait la même personne. Le roi Salomon était le troisième roi d'Israël, fils du roi David. Connu pour 3 choses essentielles, il est considéré comme l'homme le plus sage ayant jamais vécu. Il fit construire le premier temple à Jérusalem, qui abritait la célèbre Arche d'Alliance, dont la valeur est inestimable. Selon la Bible, le Coran et le Talmud juif, il exerçait un pouvoir immense sur les vents, les animaux, les géants, les démons et les esprits, qui accomplissaient pour lui des travaux physiques pénibles. Et d'après ces légendes, ces créatures avaient aussi des missions dans la région de l'Iran actuelle. Le lien principal entre Salomon et l'Iran, c'est la croyance que les édifices mégalithiques iraniens sont tout simplement trop énormes pour avoir été construits par des humains. Même si officiellement, on pense que ce sont les Achéménides qui les ont bâtis, les légendes locales racontent depuis des siècles que ces énormes piliers, ces blocs de pierre de 50 tonnes, ont été dressés grâce aux géants de Salomon. Même la tombe de Cyrus le Grand s'appelait Madare Soleiman, c'est-à-dire la mère de Salomon. Comme un peu partout dans le monde, on a ce véritable mystère de la taille de la pierre pour ces édifices très anciens. Comment les anciens tailleurs de pierre arrivaient-ils à une telle précision, comme s'ils avaient utilisé un laser moderne? La légende raconte que Salomon possédait un shamir. Une substance, ou une chose qui pouvait découper la pierre la plus dure, comme du beurre, ce que les théoriciens des anciennes technologies associent aujourd'hui à une sorte de laser. Toujours selon les vieilles traditions, on parle même d'un Taqté Soleiman, ce qui veut littéralement dire « le trône de Salomon » où se trouvait un centre énergétique ou un portail ressemblant à une porte des étoiles. C'est exactement la même histoire qu'en Irak. C'est l'un des plus grands mystères de Salomon, à la fois en Iran et dans la région de l'Azerbaïdjan occidental. Parce qu'ici, un lac est considéré comme étant sans fond dans les traditions locales. Au milieu de ces ruines, on estime que ce lac thermal fait plus de 100 mètres de profondeur, et même peut-être beaucoup plus, car sa profondeur réelle est difficile à mesurer. Selon ces légendes, on pense qu'il s'agit du réservoir du trésor de Salomon, protégé par des malédictions.
Et juste à côté de ce lac mystérieux, on a aussi Zendan Soleiman, c'est-à-dire la prison de Salomon, une montagne creuse très inhabituelle, située à proximité. Salomon aurait eu ici une prison, où il enfermait des géants rebelles, et des démons, toujours selon ses légendes. Avant les fouilles archéologiques modernes, la structure interne et l'acoustique de ces étranges cratères volcaniques éteints ont alimenté les rumeurs, suggérant l'existence de galeries souterraines menant au centre de la Terre. Et quand on parle du roi Salomon, il y a aussi le mystère du trône volant et de la montagne allemande. Selon le Coran et les épopées persanes, Salomon voyageait sur un trône volant, porté par le vent. Il y a aussi des légendes disant que les sommets aplatis des montagnes autour de Hamadan et de la montagne allemande servaient de piste pour le trône de Salomon. Ce que l'on peut interpréter comme des endroits où se posaient des vaisseaux spatiaux. Ces inscriptions anciennes, près de Hamadan, ont longtemps été considérées comme des codes pour activer ces machines de Salomon ou pour ouvrir des trésors profondément cachés dans la montagne. Comme mentionné précédemment, le système de Kanat, ces canaux vieux de plus de 3000 ans en Iran, qui sont donc des galeries souterraines, est souvent appelé les ouvrages de Salomon. En effet, beaucoup se demandent comment il est possible que des humains qui vivaient ici, il y a plus de 3000 ans, ont pu creuser ces tunnels qui s'étendent sur des kilomètres sous terre, avec une pente de seulement 1%, sans boussole, ni GPS. Et là, la légende raconte que Salomon utilisait des djinns, des géants capables de voir à travers la terre, pour guider ceux qui creusaient les galeries. Mais les légendes les plus mystérieuses tournent autour de la bague de Salomon et de la physique mystique. Le mystère de la bague, ou plutôt du sceau de Salomon, est lié au contrôle des éléments. On pense que les alchimistes iraniens ont passé des siècles à essayer de reproduire l'alliage de cette fameuse bague de Salomon, supposée être un mélange de métaux, gravés de fréquences. De nombreuses disparitions mystérieuses d'artefacts archéologiques, dans les musées iraniens, seraient liées à la recherche de cette bague, qui selon la légende, est censée donner un pouvoir sur la matière et l'antimatière. Tout ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est qu'une petite partie du mystère iranien, et selon tous ces mythes et légendes, toute cette technologie aurait été perdue avec le temps et se trouverait quelque part sous terre, dans ces montagnes, à divers endroits. Maintenant, passons à notre époque moderne. Si l'Irak et l'Afghanistan, réunis ensemble, ne sont même pas aussi grands que l'Iran, et ont autant de mystères archéologiques, et autant de grandes découvertes incroyables, qui ont été volées ou cachées, alors imaginez ce qu'il peut bien y avoir en Iran. Est-ce l'une des raisons pour lesquelles les Israéliens, mais aussi les Américains, convoitent tant ce pays et cherchent à le conquérir depuis des décennies? Les Iraniens sont-ils seulement conscients de ce qui pourrait être caché sur leur territoire? Selon toute vraisemblance, oui. Tout porte à croire qu'ils sont parfaitement au courant. L'une des raisons pour lesquelles ces anciennes montagnes abritent des villes et des complexes souterrains entiers ne serait pas juste pour protéger leur arsenal de missiles et de drones, car c'est la seule façon de les préserver de la destruction, ni seulement pour protéger leur programme nucléaire. Selon ces théories, ils ont construit des installations à l'intérieur de complexes souterrains déjà existants qu'ils ont découverts. Et d'après ces récits, ils ont mis la main sur exactement tout ce dont je viens de parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Ils travaillent sur de la rétro-ingénierie de ces technologies antiques, avec probablement l'aide des Russes et des Chinois qui ont déjà pas mal d'expérience dans ce domaine. En effet, les médias font de plus en plus état de rumeurs concernant les armes avancées de l'Iran, non pas des bombes atomiques, mais plutôt sur ce que l'on appelle des armes à plasma, c'est-à-dire des armes basées sur le plasma. Mais alors, d'où les Iraniens peuvent-ils sortir une telle technologie, alors que personne ne l'utilise encore actuellement, du moins, officiellement? On parle aussi d'énergie plasma, un peu comme des boucliers de protection sur lesquels les Iraniens travailleraient. Quoi qu'il en soit, il semble qu'ils n'en sont pas encore au stade opérationnel pour une utilisation active, mais la question se pose forcément. D'où vient cette technologie, si toutefois elle existe vraiment? Pour le moment, le seul moyen pour l'Iran de protéger ce qu'ils ont, c'est justement de le cacher profondément sous terre. Là où leur infrastructure militaire serait connectée à ces vieux tunnels et complexes anciens, qui datent peut-être de plusieurs dizaines de milliers d'années. Des tunnels, qui mènent on ne sait où, et dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Bien qu'il ne s'agisse que de mythes et légendes, qui peuvent avoir été plus ou moins déformés au fil du temps, beaucoup pensent qu'ils pourraient être basés sur des faits réels, qui se seraient vraiment déroulés dans un lointain passé. Même si une petite partie seulement de ces légendes reflète la vérité, compte tenu de l'immensité du territoire et du nombre considérable de ces lieux mystérieux, ce serait sans doute la plus grande découverte archéologique que vous puissiez imaginer. À l'instar de l'Afghanistan dans les années 2000, et pendant une vingtaine d'années, où on a retourné chaque pierre et exploré chaque recoin du pays. Même si nous sommes encore loin d'une invasion terrestre, comme vous pouvez le constater, la phase finale a commencé, sous la pression d'Israël. Ces dirigeants croient sincèrement être le peuple élu de Dieu et sont persuadés qu'ils apporteront l'apocalypse au monde.
même s'il croit réellement en leurs prophètes et en leurs pouvoirs antiques avancés, et s'il croit aussi en la magie et la technologie, je pense qu'il s'intéresse de près à l'endroit où leur roi, Salomon, l'un des plus grands personnages bibliques, a voyagé sur son trône volant et a fait construire des villes et des complexes souterrains. L'Iran est le dernier endroit sur Terre qu'ils n'ont pas encore réussi à piller. Est-ce la véritable raison de cet intérêt pour le Moyen-Orient et pour ce dernier pays qui n'est pas encore tombé? Comme toujours, à vous de juger. Mais ces derniers temps, les rumeurs sur l'existence de portails et de technologies antiques deviennent de plus en plus fascinantes. Ces endroits mystérieux apparaissent un peu partout dans le monde, mais ça, on en parlera une autre fois. En attendant, vous êtes sur La Vérité est ailleurs, un endroit où la vérité semble parfois plus étrange que la fiction. À bientôt.